Bonsoir, merci d'être fidèle au journal de la rédaction de TV Fil, chaque soir en direct à 18h pour la première diffusion et dans l'actualité de ce 25 septembre. Le gaspillage alimentaire, ce n'est pas seulement jeter facilement les restes de nos assiettes, ce sont aussi des dates de péremption réduites volontairement par les industriels. L'UFC Que Choisir demande de mieux encadrer le secteur, de mieux informer les clients. Invité Philippe Fleuret, président de l'association Que Choisir de Versailles et de sa région. Des étudiants logés à la ferme, des agriculteurs proposent des solutions à bas prix, une idée déjà développée dans l'Oise et qui s'implante dans les Yvelines. L'ambition est double, désengorger le marché locatif et revivifier le monde agricole. Antoine Farrugia, le président du club de boxe d'Elancourt-Saint-Quentin, est décédé à l'âge de 70 ans, une figure du club qu'il avait fondé, mais aussi une figure de la vie locale. Rencontre avec son fils Tanguy. Drapeau en berne, minute de silence à 14h cet après-midi. La ville de Poissy a rendu hommage à Hervé Gourdel, guide de montagne originaire de Nice, assassiné, décapité parce que français par un groupe de djihadistes algériens. Le maire UMP Carl Olive a demandé aux agents municipaux de se réunir sur le parvis de l'hôtel de ville. Un portrait a été affiché. Le maire qui a appelé, comme la quasi-totalité de la classe politique depuis hier soir, à l'unité politique, l'Union nationale. Le Conseil régional d'Île-de-France a lui aussi observé une minute de silence ce matin lors d'une séance plénière. Les drapeaux français seront officiellement en berne à travers le pays vendredi, samedi et dimanche, a annoncé le porte-parole du gouvernement cet après-midi. Invité de ce journal, Philippe Fleuret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président, vous occupez de l'UFC Que Choisir de Versailles et de sa région. Le sujet qui va nous occuper ce soir, c'est le gaspillage alimentaire. Vous sensibilisez à ce problème, vous avancez un chiffre pour résumer cette situation. Un tiers des aliments produits pour la consommation humaine est perdu ou gaspillé. Pourquoi vous saisir de ce problème avec l'UFC Que Choisir ? Eh bien, nous nous saisissons de ce problème parce que c'est un problème de consommation éminent. La nourriture, l'alimentation, c'est la base de la vie. Et donc, il est navrant de voir des aliments qui sont jetés, qui sont gaspillés. Donc, il y a un gaspillage et qui a un coût. Et donc, dans une période assez difficile, nous sommes préoccupés de ce sujet. Et vous avez organisé déjà ce matin une conférence à ce sujet. C'était à la boutique alimentaire de Montigny-le-Bretonneux. Reportage de Yolène Thorez et on en parle juste après. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple dans votre corbeille à fruits, vous mettez des bouchons, vous savez, des bouchons en liège des fois ou en plastique ou autre. Ce jeudi, les bénévoles de l'association UFC Que Choisir de Versailles sont venus donner quelques conseils pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Une conférence organisée pour la première fois à la boutique alimentaire de Montigny-le-Bretonneux, concernée elle aussi par le sujet. Nous, on est dans la récupération alimentaire. Donc on évite déjà cette partie de gaspillage. Si on a plus de 25 familles à nourrir, on ne va pas en prendre pour 50. Voilà. On essaie vraiment le matin, de toute façon, mais tous les matins avec l'équipe de 4 agents, on trie directement nous. Malgré ces précautions, la boutique gaspille de temps en temps, mais très rarement, moins de 5% des denrées d'après le responsable. Comme on n'attend pas un public tous les jours bien précis, il suffit qu'on ait une baisse en fait. Tout simplement, et dans nos prévisions, mais c'est vrai que ça peut nous arriver. Tous les conseils sont donc bons à prendre pour éviter de jeter. Certains en ont retenu quelques-uns. Ne pas faire les courses quand on a faim, parce que moi j'ai tendance à faire mes courses quand j'ai faim. Si vous avez manqué cette première réunion, rendez-vous ce vendredi 26 septembre à 9h45 pour une séance de rattrapage. Il y a deux aspects en fait dans ce reportage, le grand public qui ne se rend pas toujours forcément compte du gaspillage et puis il y a les professionnels aussi qui gaspillent également. Sur le grand public déjà le conseil c'est quoi ? Garder les restes des assiettes, ne pas laisser se périmer des produits qu'on a achetés en trop grande quantité, des règles de bon sens qu'on oublie parfois ? Ce sont des règles de bon sens parce que beaucoup d'entre nous ne sommes pas conscients du gaspillage. Première règle, c'est lorsque l'on fait ses courses, déjà faire une liste et acheter selon ses besoins, pas plus que ses besoins, selon le nombre de personnes qui vivent dans la famille, selon les saisons et selon le rangement dont on dispose à domicile. Ça, c'est le premier point. Donc, au moment des achats. Après, la conservation, bien classée dans son réfrigérateur. Et puis enfin, la cuisson. S'il y a des restes, eh bien, réutiliser ces restes soit en les congelant, soit en recuisinant les plats. Juste revenir sur quelques chiffres encore. En moyenne, ce sont 20 kilos par personne par an qui sont gaspillés, c'est bien ça ? Oui, 20 kilos par personne par an en France, dont 7 kilos de produits qui ne sont pas déballés, ce qui représente 430 € par an par personne en France. C'est toute une éducation à refaire. Quelles sont les réactions des gens, par exemple, que vous avez rencontrés sur la conférence comme ce matin ? Ils réalisent lorsque vous leur expliquez ? Oui, ils sont un peu surpris. Et quand on parle, ils disent oui, c'est vrai que je suis pas assez vigilant, que je fais pas attention. Vous voyez, oui, tout à fait.
Ça peut me permettre effectivement de réaliser des économies. Et vous l'avez mentionné tout à l'heure, je vais juste m'attarder sur ce point. Il faut aussi bien conserver au réfrigérateur. Ça peut sembler un détail, c'est important. La réfrigération n'est pas la même en fonction de l'étage, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'en principe, on classe les produits qui sont déjà cuisinés en haut du réfrigérateur et ceux qui sont frais dans le bas du réfrigérateur, parce que la température est différente dans le réfrigérateur. Quelques-uns des conseils qu'on peut retrouver bien sûr sur le site UFC Que Choisir et lors de différentes réunions que vous organisez. On va juste écouter un micro-trottoir à présent. Faites-vous attention au gaspillage? Quels sont les gestes au quotidien que vous avez adoptés? Voici vos réponses. Oui, bien sûr, j'accommode des restes quand il y en a. Et puis, je ne jette pas, je n'aime pas jeter. Je fais mes courses vis-à-vis de mes besoins et pas plus pour ne pas gâcher, quoi. En achetant de façon régulière et sur 2 ou 3 jours, puisqu'on est maintenant, on n'est pas nombreux, on est juste un couple, et acheter fréquemment. En prenant, disons, des petites portions, parce que bon, souvent on prend beaucoup trop, et puis lorsqu'il y a des promotions, ne pas prendre de grandes quantités parce que c'est en promotion. Donc parce que quelquefais justement il y a une date d'expiration, on ne fait pas attention et on jette. J'essaie de recycler les restes de la maison en faisant une autre recette ou choses comme ça. Les gens qui globalement quand même prennent conscience de la situation et font attention à la consommation et au gaspillage. Vous intervenez, juste une parenthèse, sur d'autres thèmes de gaspillage, le gaspillage énergétique par exemple, ça fait partie aussi de Oui, nous travaillons actuellement sur ce sujet et nous interviendrons prochainement à la Maison de l'Environnement à Magny-les-Hameaux sur ce thème, sur le gaspillage. Sur le gaspillage de l'énergie. Pour l'instant, c'est le gaspillage alimentaire qui nous intéresse. On a parlé des consommateurs, de l'attitude à avoir. Il y a un autre point qui vous préoccupe, on va s'attarder sur cette question, ce sont les industriels qui parfois abusent des DLC, ce sont les dates limites de consommation. Déjà, il y a une confusion qui est entretenue. Voilà, alors DLC, date limite de consommation, ou plus couramment, à consommer jusqu'à telle date. Voilà. Donc ça paraît impératif. Par exemple, je vais prendre un exemple très très simple, les yaourts. Les yaourts, donc il y a à consommer jusqu'au, disons, le 1er octobre. Bon, dans la pratique, on peut consommer très largement après cette date. Très largement après cette date. Et là, donc, c'était les... Il n'y a pas de risque sanitaire? Non. 15 jours après, il n'y a aucun risque. Et c'était les industriels donc, qui avaient fait cela parce que bon, il y avait des produits qui étaient utilisés également les mêmes pour l'outre-mer. Et donc, c'est pour ça que la date est plus longue. Donc, il y a des réflexions, des demandes qui ont été faites et ça devrait être modifié dans... Quand vous dites très largement, il y a eu des tests qui ont été menés justement autour du UFC Que Choisir. Bien sûr. C'est quoi très largement? On peut garder le yaourt pendant 3 mois et non, pas 3 mois, pas 3 mois. Non, mais je dirais 15 jours après, vous pouvez, sans aucun problème. Alors après, il y a les règles de bon sens, c'est de regarder l'aspect du produit, s'il sent mauvais, si la couleur est bizarre, évidemment. Je parlais de la confusion tout à l'heure, c'est avec la date de préférence, c'est voilà. ça? Alors, DLC, date limite de consommation, c'est-à-dire à consommer jusqu'à une date précise, et DLUC, date limite d'utilisation pour la consommation optimale, date limite d'utilisation optimale. Donc c'est à consommer de préférence avant telle date. Ça concerne les biscuits, les pâtes, les céréales, tous ces produits-là. Donc ça, on peut les consommer 2 ou 3 ans après, généralement. Là, il n'y a pas de risque sanitaire, ils seront un peu moins bons. Voilà. Et aujourd'hui, vous demandez à l'État d'intervenir, de mieux réguler, d'imposer des dates qui soient plus conformes à la réalité, de moins entretenir la confusion? Oui. Il y a des demandes qui sont faites. Et il faut qu'il y ait une harmonisation au niveau de l'Europe aussi. Parce que les produits, donc, ils s'exportent et donc il doit y avoir une uniformisation au niveau de l'Europe. Ça semble difficile à mettre en place. On imagine qu'il y a des lobbies très puissants. Il y a des lobbies trop puissants, il faut refaire les chaînes aussi de production au niveau de l'agroalimentaire, mais bon, il faut garder espoir, on y arrivera. Il y a eu des avancées, justement, significatives. Est-ce que déjà avec les premiers rapports que vous avez pu remettre, c'était il y a quelques mois, vous avez déjà alerté sur ce sujet? Sur les produits frais, oui, sur les yaourts et les crèmes, oui. C'est-à-dire que progressivement, les dates vont s'homogénéiser. Le gaspillage alimentaire, on en a parlé avec vous ce soir. Merci d'être venu en plateau pour l'UFC Que Choisir de Versailles et de sa région. Je renvoie vers le site internet qui s'est affiché pour avoir encore plus d'informations. Merci à vous. Des logements à bas prix pour les étudiants dans un cadre champêtre. Des agriculteurs de Picardie, de Bretagne et maintenant de régions parisiennes se sont lancés dans cette activité. S'ils peuvent ainsi redonner vie à leur ferme, les jeunes y voient aussi une solution à l'engorgement du marché locatif. Exemple dans les Yvelines avec Yolène Thorez et Elodie Moine. Bonjour. Ça va, Patrick? Seulement quelques semaines qu'ils se connaissent et la complicité est déjà là. Étudiant en génie industriel, Rémi loue un studio ici, dans l'exploitation céréalière de Patrick. Originaire de Seine-Saint-Denis, il découvre alors l'univers de la campagne. J'avais peur d'habiter au milieu d'un champ. Finalement, lors de la visite,
Je me suis rendu compte que j'étais pas non plus en plein dans la campagne. C'est quand même assez urbain ici. À une quinzaine de minutes en voiture de son campus universitaire, Rémi a rapidement sauté sur l'occasion, d'autant plus que le loyer défie toute concurrence. Je paye 455 € pour une surface de 35 mètres carrés. Ça me paraît pas cher, comparé à ce que j'avais pu trouver au niveau de Mantes-la-Jolie ou Mantes-la-Ville, où les prix commençaient à taper dans les 6 voire 700 €. Et pour des surfaces habitables qui sont nettement inférieures à celle qui est proposée ici. Faute de moyens, ce bâtiment était laissé à l'abandon depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, sur les 240 000 € investis pour sa rénovation, près de la moitié a été subventionnée par la région et un programme européen. Pour le reste, Patrick a fait appel aux banques. L'avantage dans ce type d'activité, c'est que ce sont des revenus fixes tous les mois. Alors que l'agriculture, on sait bien qu'on subit toujours des situations ou des aléas climatiques qui font que d'une année sur l'autre, on n'est pas sûr d'avoir le même type de revenus, quoi. La rencontre entre les deux a été rendue possible par l'association Campus Vert, qui met en relation agriculteurs et étudiants depuis 1995. D'abord implanté dans le Nord-Pas-de-Calais avant de s'étendre en Bretagne, puis en Picardie, le programme commence à s'implanter en Île-de-France. Ici à Mantes-la-Jolie, on vient de démarrer et on a énormément de demandes d'étudiants pour pouvoir bénéficier d'un logement à moindre coût. Aujourd'hui, l'association travaille avec 120 agriculteurs qui logent 530 étudiants. Objectif, d'ici la fin de l'année, loger 70 étudiants supplémentaires à la ferme. Un concert pour la tolérance qui fait la promotion entre personnes handicapées et grand public. Ce sera vendredi, samedi à Paris sur le Champ de Mars. Violoncelliste, percussionniste, mais aussi joueuse de harpe. Et Georges Schmitt, cet Yvelinois, maître de flûte de Pan, y participera également. Les répétitions sont en cours du côté des Clés-sous-Bois. Catherine Zulato, Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. Laissez-vous bercer, vous aurez forcément reconnu ce célèbre morceau des Beatles. C'est l'un des airs qui sera interprété sur le Champ de Mars à Paris ce vendredi soir à l'occasion du Day-Festival par Georges Schmitt et la chorale Andivoix. Tous réunis sur une même scène pour un concert de la tolérance. Ils peaufinent les dernières répétitions à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. C'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec des personnes handicapés, enfin entre guillemets, mais voilà, je suis vraiment ravi de pouvoir les faire participer. Nous sommes une fédération nationale de chorales. Notre fédération regroupe depuis 15 ans 130 chorales de personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, toute génération confondue, et on se définit comme un vrai mouvement populaire de chant choral, comme les autres. Participer à donner une image du handicap qui soit joyeuse, créative, dynamique, au travers du chant choral. Georges Schmitt s'est associé dans ce travail avec un jeune violoncelliste très motivé par cette aventure. Il souhaite populariser son instrument qui, dit-il, se rapproche de la voix et proposer un vrai moment de partage. Pour moi, ils ne sont pas handicapés. Pour moi, ils ont une sensibilité et ils ont une émotion à véhiculer. Et cette émotion, on la ressent, on ne se moque pas d'eux. On est là, justement, avec eux. Ce concert, vendredi soir à Paris, est une grande première. Environ 10 000 spectateurs sont attendus. Loisirs, les 10-17 ans de Montigny-le-Bretonneux conviés au Raid Nature hier mercredi. Des épreuves par équipe durant 3 heures, tir à l'arc, escalade, tyrolienne, un moment convivial avant de reprendre ensuite le chemin de l'école ce matin. Anthony Reich. À chaque épreuve, les équipes doivent répondre à un questionnaire sur le rôle des institutions. Elles remportent des points en fonction de leur comportement et de leur entente. Allez, première question. Au volant d'un véhicule, à partir de combien de verres d'alcool en moyenne un conducteur faut-il infraction? On peut se parler ou pas? Ah bah c'est le but, hein. Réservé aux 10-17 ans, le Raid Nature propose 2 circuits avec 12 épreuves. Par équipe de 6, ils doivent récolter un maximum de points en l'espace de 3 heures. Et au détour des ateliers, les participants peuvent se mettre dans la peau des soldats du feu avec leur équipement sur le dos ou encore en maniant la lance à incendie. Ils peuvent aussi découvrir les risques de l'alcoolémie avec les policiers municipaux. Un premier contact qui n'a rien d'anodin.
ça fait un peu bizarre, c'est pas qu'on voit flou, mais c'est que tu penses que tu marches, tu fais le parcours, mais en fait tu fais pas le parcours et tu shootes dans le poteau en fait. C'est l'occasion aussi de les accrocher, et peut-être que demain on les rencontrera dans la rue sur d'autres événements. Ils nous auront vus dans un contexte différent de prévention, donc le contact sera déjà établi et on pourra peut-être régler d'autres problèmes. Après le travail d'équipe, chacun pouvait se défouler sur quelques épreuves sportives avant le classement général, comme la tyrolienne, l'escalade ou encore le VTT. La région Île-de-France qui accorde 2 millions d'euros de subventions au golf national de Saint-Quentin en Yvelines à Guyancourt, une décision qui fait de nombreux sceptiques, à commencer par les 51 élus d'Europe Écologie Les Verts qui siègent dans l'hémicycle. Ils regrettent un investissement pour des terrains accessibles en priorité aux joueurs les mieux classés, et ce aux dépens des 23 autres golfs des Yvelines. Un investissement justifié en revanche selon la majorité socialiste afin de préparer l'arrivée de la Ryder Cup en 2018, cette compétition par équipe qui oppose tous les 2 ans meilleurs européens et meilleurs américains. La Ryder Cup en France, une première depuis 1927. Nous en parlions hier soir, la disparition à 70 ans d'Antoine Farrugia, entraîneur emblématique du club de boxe de Saint-Quentin en Yvelines. La boxe, un milieu qu'il a découvert très jeune avant de se lancer sur les rings. Son fils témoigne aujourd'hui un dernier hommage à une figure locale, signé Anthony Reich. Lors des derniers mois, fatigué par son long combat, s'est assis sur ses chaises qu'Antoine Farrugia délivrait ses conseils à ses boxeurs. Emporté par le cancer à 70 ans, sans lui, la salle du Palais des Sports semble avoir perdu son âme. Ça fait un grand vide dans le monde de la boxe déjà. Moi, c'est un deuxième père pour moi, c'est un monsieur, quoi. Et pour le monde de la boxe, ça fera un trou, quoi. Après une honnête carrière amateur et 80 combats, il raccroche les gants et décide de passer de l'autre côté des cordes pour apprendre le métier d'entraîneur aux côtés des plus grands. Chez Jean Bretonel ou encore Michel Acariès, Antoine Farrugia devient ensuite entraîneur à Montigny, Saint-Cyr ou encore Levallois-Perret. Mais c'est à Elancourt qu'il établit ses bases à la fin des années 90. La méthode Farrugia était unique. Si la discipline et le travail étaient ses maîtres mots, il cherchait toujours à optimiser les qualités de ses boxeurs. Il y a beaucoup de clubs où on demande de boxer comme ça. Lui, il s'adaptait aux boxeurs. Voilà, tel boxeur, machin, il corrigeait les défauts, mais il ne changeait pas la boxe du boxeur. Dieu merci, je touche du bois, je ne suis pas abîmé. Ça, c'est Antoine. C'est protéger, donner des coups sans toucher. Ça, c'est une noble art de M. Antoine Farrugia. Antoine Farrugia était aussi un grand homme. C'est peut-être ce qui a fait de lui un entraîneur de renom. Son club était comme une maison, ses boxeurs comme ses propres fils. C'est comme mon père adoptif, en gros. Dès que je suis arrivé pro en 2008, il m'a pris sous son aile, et puis du moins plus ou moins sous son aile. Et puis moi, ma famille était dans le 77, du coup je me suis beaucoup rapproché, au même titre que lui, c'est beaucoup rapproché de moi, pas aussi bien pour le sport que dans la vie professionnelle ou personnelle. Hein. Et du coup oui, dans tous les cas, ces boxeurs, c'était un peu ses enfants aussi. Hein. Il y a toujours une place, c'est déjà arrivé que des boxeurs se retrouvent à la rue, qui s'engueulent avec ses parents, qui les hébergent à la maison, qui leur donnent à manger, plein de choses. Ça s'est pas passé devant la caméra, je le dis aujourd'hui. C'est des choses qu'on ne sait pas beaucoup. Voilà. Sous ses ordres, certains ont connu la consécration nationale comme Adila Mohoumadi ou Marvin Petit, et européenne pour Fawzi Attab. Antoine Farrugia laisse des dizaines de boxeurs derrière les cordes, mais nul doute qu'il observera tout leur round d'un autre endroit. Les obsèques auront lieu à 9h30 ce mardi à Elancourt. Je vous redonne cette information si vous n'étiez pas avec nous au début de ce journal. À 14h cet après-midi, la ville de Poissy a rendu un hommage à Hervé Gourdel, guide de montagne originaire de Nice, assassiné, décapité parce que français par un groupe de djihadistes algériens. Le maire UMP, Carl Olive, a demandé aux 1000 agents municipaux de se réunir sur le parvis de l'hôtel de ville. Un portrait a été affiché avant d'observer une minute de silence. Le maire qui a appelé, tout comme la quasi-totalité de la classe politique depuis hier soir, à l'unité politique, l'Union nationale. Le Conseil régional d'Île-de-France a lui aussi observé une minute de silence ce matin lors d'une séance plénière. Merci de nous avoir suivi votre soirée sur TV Fil. C'est notamment avec Florane Parfait pour le magazine Fil Éco. Très bonne soirée. À demain.